C'est rare qu'on m'accueille 2 fois de fil. Ah, c'est parce que je pensais qu'il rêvait. Non, moi, je rêvais pas. Je t'observais. On a eu plusieurs questions touchant comment la programmation. Est-ce qu'un rêve peut être programmé avant le sommeil? Comment se programmer? Comment arriver à changer le rêve tel qu'il est? Bon, on ne peut pas programmer un rêve avant le sommeil. Par contre, on peut programmer le début d'un rêve. C'est extrêmement différent et un peu similaire. C'est-à-dire que si on a la faculté dans le rêve de contrôler un peu son rêve, ça équivaut un peu à programmer son rêve. Par contre, on peut programmer le début du rêve. De quelle façon? La façon la plus facile, ce n'est pas de méditer avant, c'est de se coucher, fermer ses 3 petits yeux et de commencer à rêver réveillé. Donc, il faut arriver à être capable d'émotivement aimer certaines formes de rêve, certaines choses. Et on se couche et on fait simplement, on joue. On rentre dans le film et on commence à tourner le film tout de suite. Normalement, lorsque la personne arrive à faire ça suffisamment bien, elle va s'endormir et elle va poursuivre dans son sommeil une partie de ce film. Il peut arriver qu'une personne rêve 3, 4 ou 5 ou même 10 choses différentes pendant la nuit. Alors évidemment, le premier rêve aura été induit, les autres seront une suite logique à sa constitution égoïque. J'ai une question ici qui dit, est-ce possible que les gens ayant une évolution avancée aient des signes physiques particuliers et visibles? Exemple, les yeux ou autres, car on entend à l'occasion, les yeux sont le miroir de l'âme. Plus les yeux sont beaux, moins l'humain a d'âme. Alors effectivement, les yeux sont le miroir de l'âme. L'âme peut être constituée d'énergies extrêmement lentes en vibration, ce qu'on appelle les énergies basses, des énergies lourdes. L'âme peut être constituée d'énergies hautement rapides, ce qu'on appelle aussi les énergies spirituelles, et il y a évidemment la synthèse entre les deux. Les yeux sont le reflet endocrinien de différentes expressions de l'ego. La rapidité cardiaque, la transpiration, l'odeur à la transpiration, la forme corporelle, les lignes de la main, la caractérologie. Il y a une panoplie de choses qui peuvent être le miroir de ce que ressemble l'âme. Mais on ne peut pas connaître l'évolution d'un homme, d'une femme, d'un enfant à partir de l'état de son âme. On ne peut connaître l'évolution d'un individu à partir que de sa voix et de ce qu'il fait. La voix, dans la majorité des cas, ne peut être comprise par un individu qui a la faculté de discerner vitalement l'évolution à travers la vibration émise par la parole. Donc, chez l'homme ancien, celui-ci n'a pas la faculté de connaître l'évolution d'un individu à partir de sa parole, c'est-à-dire à partir de la voix. Il essaiera de connaître l'évolution d'un individu à partir de ses mots. Ce qu'on ne doit pas faire. On ne peut pas connaître l'évolution d'un individu à partir de ce qu'il dit, mais plutôt à partir de sa voix. On se rapproche du verbe. On doit connaître l'évolution d'un individu aussi à partir de ce qu'il fait. L'âme, ça n'évolue pas, je le dis de temps en temps. C'est pourquoi, depuis des milliers d'années, même si on répète les mêmes salades, ça n'a rien changé au niveau de l'âme, dans une expression présente, parce que c'est l'âme, la psychologie qui s'exprime, et non pas l'intelligence chez l'homme. La pensée étant tributaire de la mémoire, j'appelle l'intelligence de la pensée intellectuance. L'intelligence, ce n'est pas tributaire d'une mémoire, c'est instantané, c'est vivant. L'intelligence n'a pas besoin de mémoire, donc l'homme qui a de l'intelligence, appelons ça de l'intelligence active si l'on veut, c'est tout ce qu'il a besoin de savoir lorsque c'est utile qu'il le sache. Il n'a pas besoin d'accumuler de la connaissance au cas. Lorsque l'être humain a une mutation neuronique, donc une mutation psychologique, donc une anégoïsation, un contact avec les plans supramentaux, un contact avec son esprit, lorsque l'être humain finit par exprimer de l'intelligence active et non pas de l'intelligence passive, l'intellectuance, il va évidemment y avoir des transformations biologiques. On a eu une conférence dernièrement où un médecin m'interviewait sur les maladies de l'homme nouveau. Il y a effectivement des pathologies qui sont typiques d'une mutation neuronique et d'une mutation cellulaire, génétique et endocrinienne. Le corps de l'homme nouveau n'est pas comme le corps de l'homme ancien. Premièrement, le cerveau de l'homme nouveau a plus de cellules gliales que l'homme ancien. Deuxièmement, les programmations interneuroniques sont beaucoup plus courtes chez l'homme nouveau que chez l'homme ancien. C'est-à-dire que d'un neurone à une expression, disons, moteur, lorsque la pensée commence dans la tête ou lorsqu'un mouvement intentionnel est induit,
Chez l'homme nouveau, ça va passer par 2-3 neurones avant d'arriver à un neurone moteur. Chez l'homme ancien, ça peut passer par 15, 20, 30, 100, 1000, 2000, 10 000 neurones avant d'arriver à quelque chose. C'est pourquoi l'homme ancien peut avoir une pensée plus ou moins lente. Il y a évidemment toute la phénoménologie du système endocrinien. Si on a trop d'iode, si on n'a pas assez d'iode, si le système thyroïdien marche bien ou mal. Il y a toute une panoplie de choses qui fait qu'à un moment donné, l'homme ancien vit des contextes d'évolution qui sont souffrants, lents, angoissants, etc. L'homme nouveau a un corps physique différent et l'homme nouveau ne vient pas au monde avec un corps physique nécessairement différent. Il y a des mutations chez l'homme et il y a eu des mutations depuis l'homme des cavernes. Hein. Vous pouvez regarder, si vous regardez le visage dans un miroir, que vous ne ressemblez pas tout à fait à ce que devrait ressembler l'homme du Néandertal, l'Australopithèque ou ces choses-là. Il y a la mutation génétique et biologique, elle existe. C'est de cette façon que l'évolution est transmise aux enfants. Maintenant, l'être humain peut renaître de son vivant. Et lorsqu'il renaît de son vivant, c'est qu'il met au monde un homme mental, un être nouveau, qui va vivre dans un corps physique qui saura s'améliorer. Et pendant cette transition vers un corps biologique différent, il y aura des séquences de pathologies, des maladies, des bourdonnements, des pertes de mémoire, des ceci et des cela, qui finalement vont évidemment se résorber. Et l'homme nouveau aura un corps apparemment comme les autres, mais biologiquement, cellulairement, endocrinalement, neuroniquement, il aura un corps différent. Et c'est pour qu'on parle évidemment d'homme nouveau. Si vous avez le même cerveau que vous avez présentement, si vous avez le même système endocrinien que vous avez présentement, si vous avez le même corps que vous avez présentement, dans 10 ans, vous serez comme vous êtes aujourd'hui. Vous avez changé au cours des temps et observez que votre corps a changé au cours des temps. À 12 ans, vous pensiez comme un corps physique de 12 ans vous permettait de penser. Aujourd'hui, vous pensez différemment et vous avez aussi un autre corps. Votre corps change au fur et à mesure de votre évolution de pensée, de votre évolution égoïque et de votre évolution mentale. Donc, effectivement, le corps permet l'expression. Prenez de la drogue, prenez de l'alcool, vous aurez une altération au niveau de l'expression de la psychologie parce que le corps va changer la psychologie. La psychologie ne change pas trop, elle apprend, elle accumule de la mémoire, elle s'instruit. L'énergie mentale de l'homme qui est présentement assujettie à l'énergie astrale, à la psychologie, à l'âme, est de l'énergie intellectuante, c'est l'intellect. C'est le mental naissant. Lorsque l'être humain augmente son potentiel, il finit par faire premièrement en sorte que le corps physique serve à autre chose qu'à n'être qu'un véhicule de reproduction. Et le corps physique finit par lentement à être autre chose qu'une limitation apparente dans l'évolution de l'homme, parce que ce ne sera pas l'ego qui va vouloir désirer, parce que ce sera le mental qui sera capable d'accepter, d'accomplir ce qui se doit d'être fait. Je dis souvent que l'homme nouveau est un être conséquentiel. D'ailleurs, j'en parle d'une façon relativement ample dans le livre que j'ai écrit, le livre qui est présentement, d'ailleurs, est en réimpression, La différence, qu'on peut retrouver ici avec. Je parle suffisamment du phénomène de conséquentialité de l'homme nouveau. L'homme nouveau est un être écologique. Et il y aura chez lui une panoplie de choses qui seront différentes. On ne peut pas observer que l'homme est un être nouveau s'il est en santé. Un homme transitif, une femme transitive peut être hautement malade et être hautement plus évolué que les autres. Faut faire attention à l'expression corporelle. Mais c'est évident qu'il y a une différence, mais normalement, un homme nouveau peut reconnaître un homme nouveau. Je n'ai pas saisi comment m'observer en rêvant. Est-ce pendant le rêve? Peut-on s'observer rêver en rêvant? Comment? Et qu'est-ce que le somnambule? Un jour, je rêvais, là, quelques bouts de temps, et dans mon rêve, j'ai découvert que j'avais déjà rêvé ce rêve-là. Et comme le rêve finissait mal, et me rappelant du rêve que j'avais déjà rêvé, j'ai évidemment changé le rêve que je rêvais. Je sais pas si vous me suivez. Alors, je viens pour rentrer dans une porte et je me rappelle avoir déjà rêvé le rêve, donc je sais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Comme c'était mauvais dans ce rêve-là et que j'ai mangé la claque, j'ai choisi une autre porte. Bon. Alors, on peut effectivement contrôler le rêve et on peut même se rappeler avoir rêvé dans un rêve. Je n'ai pas saisi comment m'observer en rêvant. On peut observer ce que l'on a rêvé une fois réveillé. Vous vous rappelez du rêve? Faites juste observer qu'est-ce que vous avez fait dans le rêve et vous pourrez apprendre sur vous. Laissez faire la symbolique du rêve. Dans le rêve, comment s'observer? À un moment donné, vous allez prendre conscience que vous observez. Plus vous allez être capable d'observer, réveiller votre pensée et l'attitude que vous avez, plus vous allez engendrer l'attitude de l'observation. Et engendrant l'attitude de l'observation, plus vous allez être capable de découvrir que dans vos rêves, vous allez aussi vous observer.
Vous observant dans vos rêves, vous allez manier l'attitude du contrôle dans le rêve, c'est-à-dire que vous allez lentement transformer le moule de votre pensée dans le rêve, ce qui se fait plus facilement qu'à l'état d'éveil, et vous allez pouvoir de plus en plus être capable de légiférer sur votre vie une fois réveillé, parce que vous allez être capable de le faire dans le rêve. Comment s'observer? Commencez simplement par observer quand vous êtes réveillé, et lentement, le moule va aussi servir lorsque vous allez dormir. Le somnambulisme est un phénomène intéressant de manipulation totale d'une personne qui a une extra-conscientisation suffisamment avancée pour pouvoir se conscientiser dans l'atmosphère extérieure. La personne reste vibratoirement en contact avec sa psychologie, avec son âme, donc par le biais du thalamus cérébral, par son système endocrinien, elle reste en contact avec le corps. La personne qui vit quelque chose peut donc donner des ordres au corps. Le corps peut se lever. Le somnambule peut se promener. On sait que les somnambules ne risquent presque rien en se promenant. Pour la simple raison que même s'ils ont les yeux fermés, ils détectent les escaliers, ils détectent les murs. C'est simple, c'est que la conscience astrale de l'individu étant placée dans l'atmosphère, l'individu voit évidemment tout ce qui se passe. Il voit aussi le corps, mais il le télécommande plutôt que d'être dedans et le commander. Le somnambule ne rêve pas, il vit corporellement son rêve. C'est-à-dire que le voyage astral, l'extra-conscientisation astrale, le rêve, qui se fait dans la pièce, va être vécu aussi par le corps physique qui suit. Normalement, quand on est réveillé, on est dedans et on le commande. Le somnambule, lui, le télécommande, c'est-à-dire qu'il le commande à distance, il le télékinésie. Donc, il le commande par la pensée, enfin, par le mécanisme de l'interpréteur actionnel, disons, par le biais de ce qui permet à la pensée d'animer le corps physique, en étant en extra-conscientisation. Les somnambules ne risquent rien, sauf que ce qui va arriver, c'est que si on le réveille sournoisement, la conscience revient dans le corps physique à une vitesse folle, et l'expérience de cette chose pour l'ego est extrêmement traumatisante. Étant traumatisante, l'ego s'exprimant dans le corps physique par les voies endocriniennes, cela peut engendrer des problèmes pathologiques comme psychologiques dans la personne qui est réveillée brutalement. On peut réveiller un somnambule de différentes façons, sauf que, évidemment, c'est reconnu que si on le réveille trop brutalement, ça peut créer des problèmes, et ces problèmes sont créés par ce que je viens de dire. Être somnambule, c'est intéressant, sauf que, évidemment, ça dérange le voisinage. Fait que c'est préférable de pas trop être somnambule. J'avais une autre question à rapport avec ça qui disait que si on arrêtait quelqu'un, disons, de l'effet du somnambulisme, qu'est-ce que ça peut produire? Est-ce que ça peut se répercuter dans sa vie courante par la suite? Dépendant du somnambulisme, dépendant de la fréquence, dépendant de ce qui induit le somnambulisme, effectivement, et instruire une personne à une plaie de somnambule, ça peut lui nuire. Pour la simple raison qu'une partie de l'expérience qui permet de paramétrer la sécurité de sa vie consciente se fait pendant la nuit, dans un cadre particulier. Coupant le cadre, ben évidemment, il va lui manquer de la substance, disons, qui va pouvoir paramétrer la sécurité, ce qui fait que l'individu réveillé peut souffrir de certains problèmes, parce que justement, il y aura eu une altération au niveau de sa psychologie. Si on ne veut arrêter le somnambulisme, il faut évidemment envoyer la personne dans d'autres rêves. Des rêves où le corps ne peut pas suivre, où elle vole, ou etc., ou etc. Bon. Mais si la personne continue à rêver qu'elle est dans la maison, qu'elle fait le ménage, ou qu'elle va inspecter le sous-sol, ou des choses comme ça, ou qu'elle sort carrément dehors, prendre une marche, ben évidemment, le corps peut suivre, et puis ça peut être problématique, ça va de soi. C'est donc effectivement intéressant d'arrêter d'être somnambule. Surtout qu'un jour, je connais une personne qui se réveillait à toutes les 3 heures du matin, et elle voyait une espèce de main flotter en avant de son lit. Alors, à un moment donné, elle a décidé de coucher avec un arme à feu, un 12, en toutes ses couvertes. Et soudainement, elle se réveille, elle voit encore la main se promener, elle prend son 12, elle tire sur la main. Depuis ce temps-là, elle se promène avec un pied qui est plus d'orteil. Alors, le somnambuliste, non, c'est extrêmement intéressant, ça a l'air extrêmement fou, mais il y a des problématiques à être somnambule, n'est-ce pas? Qu'est-ce que l'ajustement dans le rêve? Qu'est-ce que l'ajustement dans le rêve? C'est comme l'ajustement dans la vie. Il y a le contrôle, c'est-à-dire la conséquentialisation de nos événements, être capable de voir les conséquences de nos gestes. Et lorsque l'on peut contrôler un peu plus le phénomène de la pensée, on n'est plus manipulé par la programmation de la pensée. Cela veut dire que lorsqu'une personne nous frappe, lorsqu'une personne nous pile sur les pieds, lorsqu'une personne nous dit qu'elle nous aime ou qu'elle nous haït, ben ça ne nous dérange plus. Ça, c'est le contrôle. Donc, dans le rêve, on a un gros monstre qui veut nous écraser, qui nous prend dans ses mains, puis on vit rien émotivement, parce que c'est pas nécessaire. Et là, on contrôle le rêve. On peut grossir plus gros que le bonhomme, ramasser le monstre, on contrôle encore le rêve. S'ajuster dans le rêve, c'est comme s'ajuster dans la vie. Dernièrement, je faisais une conférence où je disais que la politesse n'était pas nécessaire chez l'homme intelligent. Parce que l'être nouveau s'ajuste. Alors, la politesse, on doit l'instruire à l'enfant ancien, à la personne ancienne. On doit lui dire que dans telle circonstance, il faut faire telle chose. Que dans telle autre chose. Et en fin de compte, on peut même faire un livre de politesse.
comment prendre le thé, comment roter, comment se moucher, comment tout faire, c'est bon. Mais si l'enfant apprend l'intelligence de l'ajustement, à être ajusté, parce que ceux avec qui il va vivre une relation ont une écologie psychologique à respecter, c'est-à-dire qu'il y a des phases dans la psychologie qu'on ne doit pas aller altérer, parce que ça induit des manipulations qui peuvent être, disons, dommageables, traumatisantes, enfin, qui sont pénibles pour la personne qui va les vivre. Hein, la colère, c'est pénible pour celui qui la vit. C'est du moins pénible pour le corps, et etc. L'ajustement au niveau de la vie, ça veut simplement dire que tu fais ce qui doit être fait pour que l'harmonie reste. Maintenant, l'harmonie n'empêche pas l'expression d'intelligence. Souvent, ceux qui évoluent spirituellement sont convaincus que l'harmonie empêche l'intelligence. Tous ceux qui, normalement, spirituellement, vivent cette harmonie sont des caves. C'est-à-dire qu'ils n'expriment pas d'intelligence. Je vais vous donner des exemples. Il y a un enfant qui vient vous voir avec un grand sourire, puis il est allé fouiller dans le frigidaire, puis il a piqué de la crème glacée, puis là, il y a encore un peu qui coule sur sa joue, sur ses mâchoires, et puis il est beau, il est fin, puis là, il est en méditation supramentale ou je ne sais quoi, et puis là, la mère, elle découvre que l'enfant a encore piqué de la crème glacée, fait qu'elle vient pour le chicaner, mais pas pour briser l'harmonie. L'intelligence prime sur l'harmonie. L'être humain qui est programmatif, on peut le programmer, il peut se programmer. On doit l'élever comme on élève un cheval. C'est-à-dire qu'on punit quand il fait quelque chose, on punit pas 2 jours après. Parce que là, il y a des problèmes de relation. Chez l'adulte, ça peut aller, mais chez l'enfant, c'est compliqué. Souvent, l'être humain, lorsqu'il voit de l'harmonie quelque part, il ne veut pas toucher. On voit, je l'explique de temps en temps, on voit un bel écureuil qui monte avec sa noix, puis l'autre, il court après, puis il tourne autour de l'arbre, c'est de l'harmonie. Soudain, il y a un maudit aigle qui descend, qui ramasse l'écureuil, qui se sauve avec en y arrachant la moitié de la tête. C'est de l'harmonie aussi, mais c'est de l'intelligence. L'aigle a besoin aussi de se nourrir. Alors, le spiritualiste, normalement, ne voit pas cela. L'harmonie, elle ne doit pas être brisée. Même cette intelligence doit s'impliquer. Dans la vie courante, on doit s'arranger pour que l'énergie soit économisée. C'est là, l'harmonie. S'il y a intelligence de faire une chose, ça reste harmonieux. Même si chez l'homme ancien, ça ne paraît pas harmonieux, ça le reste. Je donne un exemple. Vous voulez rentrer quelque part et on vous pousse. Pas plus grave que ça. Vous voulez rentrer, on vous pousse encore. Il y a un autre qui vient vous pousser. On vient encore rentrer, on se fait encore pousser. Alors on garde l'harmonie. Ça vaut pas la peine de se mettre en colère. Hein, si on est intelligent, on sait qu'un jour, il faudra bien qu'on rentre. Le prochain qui vient pour nous pousser, on se pousse, il se tasse lui-même, puis on rentre. Alors, on va dire, on a frustré l'individu. On a brisé son harmonie. On n'a pas brisé l'harmonie. On a exprimé de l'intelligence. Si on se met en colère parce qu'on ne peut pas exprimer de l'intelligence sans être en colère ou sans être émotivement manipulé, vous savez qu'on n'aide pas le Bangladesh par intelligence. On les aide quand ils nous montrent des photos qui tripotent notre émotion, notre émotivité, et là, on les aide. Hein? On va aider un chien sur la rue s'il a l'air piteux. Hein? On est plus porté à aider les enfants que les adultes, parce que les enfants ont un onde de forme qui attire plus la pitié, plus l'émotion. L'être humain qui est suffisamment intelligent s'ajuste. Lorsqu'il rencontre quelqu'un qui a besoin de politesse, il est poli. Lorsqu'il rencontre quelqu'un qui fonctionne autrement, il fonctionne autrement. Il n'a pas besoin d'apprendre ce genre de choses. S'ajuster dans le rêve, c'est le même phénomène. Cela veut dire que ce n'est pas nécessaire, et c'est dangereux, si on ne comprend pas ce que je dis. Ce n'est pas nécessaire de devenir un tyran dans le rêve. Ce n'est pas nécessaire de devenir un hyper puissant dans le rêve. Ce n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de pouvoir dans le rêve. Il y en a à un moment donné qui vont rêver qu'ils sont Superman. Alors, il y a des voleurs, ils descendent à terre, ils ramassent le voleur, ils arrachent les bras, ils arrachent la tête, ils arrachent les jambes, puis là, il s'en va. Superman. Ça, c'est un manque d'ajustement. C'est-à-dire que l'attitude de sa pensée lui permet de faire des choses démesurées et inutiles. Il est violent dans le rêve. Alors, à un moment donné, il rêve, si quelqu'un rentre chez lui, c'est un voleur. Alors, il saute, il fait peur au voleur. Le voleur saute dehors. Il traverse les murs, il arrive en fantôme, continue à faire peur au voleur. Manque d'ajustement. Vous comprenez? C'est ça. Ça a l'air extrêmement fou. Mais comme vous rêvez, c'est comme vous pensez, puis comme vous pensez, c'est comme vous vivez. Alors, ce n'est pas fou. L'étude permet d'observer le rêve. L'ajustement, c'est quelque chose d'autre qu'on a normalement après avoir découvert l'observation du rêve. Et c'est de s'arranger pour être aussi sain dans le rêve qu'on devrait être sain dans la vie. C'est ça, s'ajuster dans un rêve. Quelle est l'efficacité de la programmation de la pensée par l'affirmation répétée et la visualisation pour contrôler la pensée et les situations que l'on désire? Quelle est l'efficacité? 100% si on fait ça convenablement. Très efficace. Le problème, c'est que souvent, ce qu'on va vouloir avoir, quand on l'a, on le veut plus. Alors, pour marcher, ça marche. Il y en a beaucoup qui ont payé le prix.
Quelle est l'efficacité de la programmation de la pensée par l'affirmation répétée et la visualisation pour contrôler la pensée et les situations que l'on désire? Voilà. Je désire une initiation où je vais tout comprendre. Alors je projette, je pense. Puis un jour, ça arrive. Je perds un bras. Ben, c'est pas ça que je voulais. Ben oui, c'est ça que tu voulais. Tu voulais avoir l'initiation pour apprendre des choses. Oui, mais pas comme ça. Ah oui, tu sais, donnez-moi un examen dont la première question est ceci, la deuxième, ceci, la troisième, ceci. Autant pas avoir l'examen. Alors, tu veux une initiation, dis-nous pas comment t'as veux. Une initiation, c'est que le feu va pogner dans une bâtisse que j'aime pas. Puis il va y avoir qu'une porte d'ouverte, pas savoir c'est laquelle. C'est l'initiation de même, j'aimerais, là, tu sais. Bon, là, le feu pogne, là, je m'envoie sur la porte, j'ouvre la porte. Là, l'escalier qui est tout cassé, ben, au fur et à mesure que je descends, les marches tombent en arrière de moi. C'est une initiation de même, j'aimerais. Là, j'arrive en bas, puis j'ai tout réussi. C'est ça que l'humain veut comme initiation. Mais la vie est pas folle. La vie, c'est vivant. On peut pas contrôler la vie. Quand l'initiation arrive, elle arrive. Souvent, l'humain désire, projette des choses. Tu sais, je veux me marier. Je veux avoir tel genre de personne. Ben oui. Alors, à un moment donné, ça peut arriver qu'une personne va être déformée par sa manipulation de pensée, la manipulation astrale, puis va arriver chez toi formée comme un beau bobo, une belle chandelle de cire. Ça marche. Sauf que la personne reste comme ça. Toi, tu changes, puis d'un coup, elle change pas. Là, faut que tu recommences à projeter. On appelle ça de la manipulation. Et ça se rapproche de la sorcellerie, c'est-à-dire de la magie noire. Rendu à ce niveau-là. Vous voulez gagner à la loterie, donc vous voulez empêcher le gagnant de gagner, vous voulez gagner à sa place. Hein? C'est le phénomène. Je dis une chose qui explique assez bien le phénomène de la projection. Pour marcher, ça marche. Il y en a beaucoup qui ont payé pour. Mais sachez une chose, c'est quand deux êtres humains projettent ensemble pour posséder la même chose, ça crée une mécanicité qui est assez complexe. Quand le paysan veut de la pluie, quand le voyageur veut du beau temps, ben Dieu hésite. Hein? Et c'est la même chose pour les projections. Ça marche, mais c'est pas nécessairement intelligent pour la simple raison que vous désirez, selon votre pensée, selon vos émotions, et que par la pensée, vous êtes manipulé. Donc, vous pensez désirer des choses pour vous, mais ce n'est pas nécessairement ce qu'il vous faut. Et d'où la problématique de la projection. Pour marcher, ça marche. La semaine passée, j'ai demandé d'où percevais-tu le monde de la mort. Si tu ne l'avais pas expérimenté, tu as dit que tu pouvais approfondir le sujet avec la conférence de cette semaine. Le rêve, le savoir instantané et quoi d'autre? Parfait. Qu'est-ce que c'est que le savoir instantané? Comment on peut arriver à savoir instantanément les choses? C'est facile. La question serait, comment fait l'homme pour ne pas arriver à être instantané? L'être humain vit déjà de la vie. Son corps est vivant, ses molécules se changent régulièrement. Les atomes tournent les électrons tournent autour de chacun des noyaux. Et jamais l'électron est à la même place quand il est ailleurs. C'est pas, l'électron il est là, ou 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 là. Mais l'homme, lui, n'est pas capable d'être à l'endroit où il se trouve. Il doit toujours être à l'endroit où il s'est trouvé. Et parce que l'être humain est bâti sur ce qu'il a été et non pas sur ce qu'il est, ben, il est tout abasourdi d'entendre parler d'instantanéité, de savoir instantané. Vous percevez avec vos yeux des choses. Vous percevez une mémoire photonique, de la lumière qui frappe quelque chose et qui par la suite revient. Et tout ce qui revient est ce qui n'a pas été absorbé par la chose. Et ça revient à 300 000 km à la seconde, arrondi, ça frappe vos yeux, ça se ralentit en traversant votre cornée, ça ralentit aussi en traversant l'humeur vitrée, ça ralentit en traversant l'œil, c'est transformé en impulsion électrique, ça chemine encore plus lentement jusqu'à votre cerveau, de là, ça vient faire vibrer des neurones, ces neurones entrant en vibration créent une espèce de petit champ magnétique, comme on le connaît en électricité, mais plus évolué, c'est-à-dire plus vibratoire, plus rapide. Ce petit champ induit dans l'âme l'expérience de la vision. Et là, l'âme se dit, ça y est, je vois une peinture. Non, il voit une impulsion vitale, qui était de l'impulsion électrique, qui a été de l'impulsion lumineuse, qui est le rejet de tout ce que ça n'absorbe pas. Ce que vous voyez de la peinture, c'est tout ce qu'elle n'est pas. Parce que tout ce qu'elle est, c'est rester dessus. Voyage pas. L'être humain est toujours convaincu de vivre dans l'instantanéité alors qu'il vit qu'avec des photos du passé. Et lorsqu'on parle de savoir instantané, il dit
Comment peux-tu avoir un savoir de choses que tu ne connais pas? Exactement comme si je disais à quelqu'un, je vois le ciel. La personne me dit, as-tu une photo du ciel? Je vais dire non. Alors, elle va me répondre, comment peux-tu voir le ciel sans photo? Ben, je vois le ciel avec mes yeux avant de mettre l'appareil photo entre nous deux puis de prendre la photo. L'homme ancien voit la photo. La personne transitive, souvent, voit la photo. Elle est convaincue qu'elle peut voir le ciel si elle a la photo du ciel. Le savoir instantané, c'est simplement l'expression de la perception vibratoire d'un phénomène événementiel, d'un événement. Vos oreilles vous instruisent d'un événement, des pneus qui crissent sur l'asphalte. Vos yeux vous instruisent d'un événement, un auto qui est en train d'arrêter. Votre nez vous instruit d'un événement, le caoutchouc brûlé. Vous êtes capable de savoir un événement sans l'avoir expérimenté. Mais parce que vos sens sont limités à la limitation physique, les 5 sens physiques, ben vous limitez évidemment à l'instantanéité de la perception là, et tout ce qui manque autour va être rempli par les mémoires. Alors on voit cela et on va se dire il va y avoir un accident. Même si le char il freine tout seul parce que le gars manque sérieux, pas d'accident. On a peur pareil, on la vit l'accident, même s'il n'y en a pas. Le savoir instantané, c'est lorsque l'être humain est capable de percevoir vibratoirement toutes les conditions d'un événement, chaque partie de l'événement, et s'il le perçoit instantanément, bien évidemment, il peut parler de l'événement exactement dans la réalité même de l'événement, sans avoir à expérimenter ce genre d'événement. Le savoir instantané, c'est la perception qu'aura un être humain instantanément d'une condition événementielle vibratoire. Elle peut être mémorielle, comme elle peut être mécaniquement réelle, c'est-à-dire qu'elle peut être là instantanément. Cela veut dire que parler du monde de la mort, parler du monde des mémoires, tout à l'heure je disais que la mémoire était présente dans le présent. Donc, je peux, par le savoir instantané, parler du monde de la mort parce qu'il fait partie de la vie. Sauf que lorsque l'être humain essaie d'expliquer la vie à partir du monde de la mort, il ne peut pas comprendre la vie. Je parlais du monde de la mort à partir du monde de la mort. Lorsque je parle de la vie, je ne parle pas de la vie à partir du monde de la mort, à partir des mémoires. Je ne peux pas dire que l'homme est ceci, parce qu'il a déjà été ça. C'est comme ça qu'on fonctionne. Lorsqu'on parle de savoir instantané, on fait affaire avec une personne et puis on sait ce qu'elle est. Sauf que l'homme ancien, lui, prend la perception puis il compare ça avec ses photos. Puis là, il dit, tiens, c'est ça qu'elle est. Puis il parle avec la personne. Fait que la personne, elle a beau changer quotidiennement. Ceux qui l'entourent ne voient pas le changement et ne veulent pas le changement. Ça nécessite d'autres prises de photos. Le savoir instantané, c'est lorsque l'être humain a une perception instantanée d'un événement et qu'il ne la colore plus par ses photos, par sa mémoire. Pour pouvoir se faire, l'être humain, l'homme nouveau, ne doit plus penser. Parce que la pensée est le résultat des mémoires. La pensée vient colorer le savoir instantané. Mais l'homme n'étant pas capable de supporter le peu de savoir qu'il a, évidemment, il essaie de transposer à sa place le bagage de connaissances qu'il a. Le savoir instantané, c'est un phénomène extrêmement intéressant, connu de la science comme étant l'Eureka, l'illumination scientifique, connu de la théologie comme étant l'illumination divine. C'est quelque chose lorsqu'une personne sait. Et c'est quelque chose lorsqu'une personne connaît. L'être humain a de l'ego, a un âme, l'âme a besoin de mémoire, et pour que l'être humain se sente sécure dans cet univers, il doit englober tout l'univers dans sa mémoire. Il n'a pas fini. Sauf que lorsque l'être humain ne se prend plus au sérieux, lorsque l'être humain n'a plus besoin de cette sécurité de l'ego, il n'a pas besoin d'avoir dans son sac à dos tout l'univers qu'il y en a avant. Toutes les photos. Tu vois quelque chose, tu fouilles dans le sac à dos, c'est un zèbre. Là, tu fouilles encore, pas dangereux. Là, tu fouilles encore, comme un cheval. Tu fouilles encore, un cheval m'a déjà mordu. Donc, tu reviens, le zèbre peut mordre. C'est comme ça que l'humain fonctionne. Bon, un jour, un chien t'a mordu, t'as peur des chiens, t'étais haut de même, puis là, t'as toujours peur des chiens. T'as peur des ascenseurs. T'as peur de ceci, t'as peur de cela. L'être humain n'est pas vivant, l'ascenseur n'est pas dangereux. Tu rentres dedans, tu montes en haut. Oui, mais j'ai peur. Oui, je le sais. Parce que, justement, l'être humain vit dans une référence de pensée qui n'est pas vivante. Alors, elle ne peut pas avoir ce savoir instantané. À un moment donné, on a une vieille personne qui rencontre une autre qui a la cheville toute défaite, bien enflée. Cette personne prend la cheville, tire par là, pousse ici, fait ceci, rentre cela, met cela, remet cela, ça désenfle, et puis tout est replacé. Elle a pas les yeux rayons X. Elle a simplement qu'elle a mis ses mains là, puis qu'elle a fait ce qu'il fallait faire. Puis après ça va se coucher, puis elle trouve pas ses patins. Cette personne-là, il y en a déjà eu dans l'Antiquité, vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents qui, à un moment donné, savaient comment guérir, même sans rien connaître.
Il y en a dans les pays sous-développés encore, parce que moins ils ont de connaissances mémorielles, plus ils ont la faculté d'exprimer l'intelligence instantanée. Sauf qu'ils n'ont pas la conscience de l'intelligence, ce qui les empêche d'être des hommes nouveaux. Et finalement, tous les humains le vivent. Sauf que quand un humain vit un petit peu de ce savoir instantané, son ego est tellement content qu'il grimpe au plafond, coupe tous les contacts, puis là, il s'illusionne qu'il est connecté avec un dieu particulier. Et qu'il est un élu, un spécial. Pas de spécial. Chaque être humain est individuel et chaque être humain est spécial. Le savoir instantané, c'est donc ceci, et c'est là qu'on a, quand on me demande d'où prenez-vous tout ce que vous dites, ben je le prends là où ça se trouve, puis si un jour vous apprenez à faire pareil, ben vous allez être capable de trouver les mêmes choses que moi. Daniel, le rêve prémonitoire. T'aperçois ce qui se passe en ce moment. C'est ce que tu as rêvé 3 à 4 jours avant. Allez même avoir la mort de tes amis et 2 à 3 jours plus tard, ils décèdent. Faut-il fusionner pour devenir un homme nouveau? PS, voulez-vous passer ma question, s'il vous plaît? Le rêve prémonitoire. Le rêve prémonitoire, qu'est-ce que c'est? L'avenir n'existe pas. L'avenir est en perpétuel changement parce que l'avenir est déterminé par la... Une personne boit et elle reste à Saint-Léonard. Elle va boire à Ville-Saint-Pierre. Elle est suffisamment chaude, elle prend son auto. Ça y prend 1 heure ou 2 à réussir à s'asseoir. Elle réussit à partir le char parce qu'elle dégrise lentement, puis elle s'en va chez elle. La programmation, le chemin normal qu'elle devrait prendre est connu. Elle le prend souvent. C'est donc dans l'astral, dans la mémoire. Une autre personne sort de chez elle et elle décide, ça peut faire 1 mois qu'elle a un rendez-vous, qu'elle a acheté un billet de spectacle. C'est connu dans la mémoire. C'est du passé. Et elle sort et elle s'en va là-bas. Chronométrement parlant, ben, l'automobile risque d'arriver effectivement quand la personne va passer. Alors, une personne qui est voyant ou qui fait un rêve prémonitoire peut voir dans l'astral un accident mortel ou un accident ou un presque accident. Alors, elle va se réveiller et elle va s'en rappeler. 3 jours après, l'accident arrive ou la journée même, l'accident arrive. Elle n'a pas prévu l'avenir. Elle a simplement lu le passé. Cet avenir aurait pu ne pas arriver. Le gros problème des manipulations astrales, c'est que lorsqu'un être humain se conscientise, il a une tendance à être manipulé, donc à se faire piler dessus. Et à un moment donné, lorsqu'il se conscientise suffisamment, c'est son entourage qui va se faire manipuler de façon à démolir la personne qui évolue. Ceux qui vivent en couple connaissent cela. Et ceux qui vivent avec des paquets de gens connaissent ça aussi, la famille, etc. Mais ce qui va arriver à un moment donné, c'est que vous allez rêver qu'une personne va se faire tuer. Et on va dire à la personne, ne sors pas aujourd'hui, j'ai fait un drôle de rêve. La personne ne sort pas. Elle sort demain et c'est là qu'elle se fait tuer. Parce que si on l'aurait laissé sortir, évidemment, les conditions auraient été changées, elle serait sortie. Pourquoi peut-il être prévu dans le passé le fait que tu vas dire à la personne de ne pas sortir? C'est que toi, ta constitution égoïque, tu sais, la programmation fait que, en mathématiques, c'est-à-dire que si on extrapole, si tu rêves cela, tu devrais réagir comme ça, réagissant comme ça, il y a des chances qui se passent, etc., etc., etc. Les plus grands prophètes ont été ceux qui ont su et ont anémotivé au maximum ce qu'ils ont lu des choses passées. Lorsqu'un météorite se dirige vers la Terre, ben c'est prévu qu'il va frapper la Terre. La personne qui n'a pas d'appareil scientifique peut, à un moment donné, dans l'astral, le percevoir, et elle va créer par la pensée ce qui va se passer. Elle a vu suffisamment de films. C'est sûr que quelqu'un qui n'a pas vu de film de ce genre, quelqu'un qui est dans un pays sous-développé ne pourra pas créer, rêver le reste. Alors, elle va pouvoir rêver le reste, et 1 mois après, quelque chose en genre va arriver. Elle va dire, j'ai eu une prémonition. Certaines personnes rêvent qu'un édifice brûle. Et 3 mois après, il y a un édifice qui brûle. Mais s'il n'aurait pas rêvé, l'édifice aurait brûlé pareil. Parce qu'il y a des conditions qui font que il y a un pyromane qui roule, il y a du monde. Tout cela est programmé dans ce qu'on peut appeler la mémoire astrale. Et lorsqu'un humain fouille là-dedans, il peut voir les conséquences probables de l'expression mécanique de ces choses-là. Alors, le rêve prémonitoire, c'est la lecture quand même des choses du passé. Il n'y a pas de lecture des choses de l'avenir. Faut-il fusionner pour devenir un homme nouveau? Lorsque l'ego s'effondre sur lui-même parce qu'il manque de nourriture, l'être humain s'anégoïse, devient plus humble. Lorsque l'ego se prend moins au sérieux, il y a plus de place pour que l'esprit, pour que l'intelligence de l'homme s'exprime. Lorsque l'ego finit par s'en aller, les mémoires volatiles s'écrasent dessus. Cela donne un contingent d'énergie vitale relativement puissant. La personne va donc vivre une mutation biologique et elle va recommencer à être énergisée, c'est-à-dire qu'elle va aller de mieux en mieux. À un moment donné, cette personne va exprimer à l'extérieur d'elle, dans le plan morontiel, on en a parlé dans la conférence sur la mort, elle va exprimer une réplique exacte de ce qu'elle est,
mais non pas émotivement, mais vitalement. Et cette réplique exacte, lentement, dans le plan vital, qui peut porter le nom d'éthérique supramental ou d'éthérique planétaire, va lentement recréer le double de ce qu'elle est, ce qu'on appelle le double éthérique. Lorsqu'il y a fusion entre le double éthérique et la personne biologique sur la planète, il y a l'apparition totale de l'homme nouveau. En attendant, il y a la personne transitive qui peut être transitive avancée, transitive débutante, transitive ce que vous voudrez. Je répète qu'on ne doit pas se snobber, se traiter d'homme nouveau. Celui qui vit du snobisme de l'évolution est un être ancien qui a besoin de se flatter et de se mettre des carottes devant lui. Quand je demande à voir une réponse en voyance, mes rêves y répondent et sont comme plus cohérents. Est-il bon de diriger ses rêves ou si en ce faisant, on empêche le subconscient de décompresser dans le sens qu'il veut? Le subconscient, c'est toute la conscience que vous n'avez pas à votre conscience. Le subconscient, on a mis plusieurs puissances dessus, on en a fait un ennemi, on en a fait un allié. Votre conscience peut être aussi un allié comme un ennemi. Alors, il n'y a pas de problème pour le subconscient, le fait qu'on contrôle ses rêves. Le problème chez l'homme, ce n'est pas qu'il contrôle ses rêves. Le problème chez l'homme, c'est lorsqu'il déclare une guerre chez lui. Lorsqu'il est ce qu'il est et qu'il a le concept de ce qu'il doit être, puis lorsqu'il essaye de se battre entre ce qu'il est et ce qu'il veut être. Dans le rêve, c'est le même phénomène. On peut vivre un problème subconscient ou inconscient, ou inconsciemment conscient, ou consciemment inconscient. C'est le même phénomène. Lorsque l'être humain vit dans son rêve, il peut manipuler le rêve. Sachez une chose, c'est que si les choses apparaissent plus cohérentes dans le rêve, c'est qu'on est en train de vous ramasser par le fond des culottes. Ce n'est pas parce que l'être humain devient endormi, omnibulé, que tout est plus clair. Si c'est plus clair, c'est parce qu'on ne veut pas que vous preniez le contrôle sur les choses claires lorsque vous êtes réveillé. Et dans le rêve, il y a une manipulation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'individus qui ont vécu ce genre de choses. On en a parlé souvent au niveau des sectes, on en a parlé souvent au niveau d'une panoplie de choses. L'individu a des réponses. Quand on fait de la voyance, là, les questions intéressantes à poser pour avoir des réponses sont celles-ci. Qui me répond? D'accord? Ceux qui font de la voyance, là, posent ces questions-là. Qui me répond? Qui êtes-vous? Après ça, on pose la troisième question. Je ne vous crois pas. Dites-moi qui vous êtes. Et après, on pose la quatrième question. Si vous ne me répondez pas à ma question, si vous ne me dites pas qui vous êtes, je ne vous parlerai plus. Et puis, normalement, on a la réponse. Et puis là, on voit en maudit qu'est-ce que c'était. Et puis, si on est le moindrement intelligent, là, on cesse de faire de la voyance. Sauf qu'évidemment, les humains sont snobs et orgueilleux et ils sont tellement contents de faire de la voyance que bien souvent, ils ne pourront pas poser les questions que je leur suggère. Oui, parce que au cas où que, t'as eu tort. Alors tu veux pas savoir que t'as tort. Mieux vaut marcher dans un chemin beau qui mène à un gouffre que de marcher dans un chemin peut-être plus laid qui mène où ce qu'on doit aller. L'humain fonctionne comme ça. Lorsqu'à un moment donné, Dieu vient vous parler, demandez-lui qui il est. Et lorsqu'il répond « Je suis le Créateur », dites-lui que c'est un hostie de menteur. Puis dites-lui que vous voulez savoir qui il est. Si après, les humains vont dire « Oui, mais si je fais ça, il ne voudra plus me parler. » Ben, un Dieu qui se frustre, vaut pas la peine qu'on y parle. Et à un moment donné, vous risquez d'avoir des visions, vous risquez d'avoir un contact assez intéressant qui va vous faire prendre conscience qu'effectivement, dans le monde de la mort, dans le monde du rêve, dans le monde de la pensée, il y a une maudite belle manipulation qui arrive toujours bien beau avec plein de promesses parce que si elle arriverait plein de crottes, vous l'écouteriez pas. Alors, elle arrive extrêmement belle avec plein de promesses et puis à la longue, plus vous y faites confiance, plus elle va ternir votre vie. Alors, la voyance, intéressant, c'est plus clair pendant le rêve, génial. Maintenant, organisez-vous pour avoir des réponses claires. Puis soyez prêts à tenir tête aux réponses, puis à astiner. Puis à un moment donné, on va vous répondre des choses. Et voilà. Daniel, tu dis que l'homme nouveau ne rêve plus, tout en ayant conscience que son corps physique se repose. Alors ma question est la suivante. Est-ce que le plan mental de celui-ci fonctionne pendant ce temps? En d'autres termes, est-ce que l'homme nouveau est éveillé tout en dormant? L'homme ancien comme l'homme nouveau est obligé de vivre sur deux plans majeurs. Le plan de l'esprit, c'est-à-dire le plan de l'énergie et le plan de l'énergie matérialisée, donc le plan de la matière. Vous êtes dans des corps physiques, mais vous n'êtes pas des corps physiques. Vous êtes aussi quelque chose d'autre.
Alors, vous êtes capable de faire des choses physiquement, comme conduire une automobile, cuisiner, et penser à d'autres choses. L'être humain vit sur deux plans en même temps. L'homme ancien vit dans le plan de l'astral, le plan de l'âme, un peu mental, l'intellectuel, et il vit dans le plan de la physique et du vital, ce que la théologie chrétienne appelle le corps. Lorsqu'elle parle de l'âme, elle parle évidemment du corps mental et du corps astral, de la psychologie. L'être humain vit sur deux plans. Lorsque l'homme nouveau apparaît, il vit lui aussi sur deux plans. Il vit sur le plan de l'esprit et sur le plan du corps. Donc, il vit au-delà du plan mental. Il vit dans le monde supramental, le monde de l'esprit, le monde de l'intelligence. Esprit saint, ben, l'intelligence non colorée par l'émotion de l'ego. Et l'être humain, l'homme ancien, vivant physiquement, il dort physiquement et il chemine consciemment dans le monde ou inconsciemment dans le monde de la mort, dans le monde du rêve. Lorsqu'il est réveillé, il marche aussi dans le phénomène de la pensée. Il n'a pas le choix. Lorsque l'ego, lorsque l'âme finit par s'aminiser, lorsque tout cela finit par se vitaliser, lorsque cela finit par disparaître, l'esprit prend la place et l'homme nouveau vit encore sur deux plans, sur le plan de la matière et du plan vital, ce qui permet la révélation de la matière, l'énergie intra-atomique, et il vit sur le plan de la conscience instantanée. Donc, il reste sur deux plans, mais il ne peut pas rêver. Lorsque le corps dort, il continue son travail dans les plans supramentaux, donc un travail au niveau cosmique, un travail sur lequel on va revenir d'ici très peu. D'ailleurs, la semaine prochaine, on parle du Québécois, une race à part. On va parler d'une façon relativement ample de ce phénomène, justement, de la conscience nouvelle, c'est-à-dire du phénomène de bilocation, où l'être humain va faire un travail et matériel et supramental, tandis que présentement, l'humain fait un travail et matériel et astral. Le Québécois est une race à part pour la simple raison que ça commence au Québec, la mutation neuronique collective. C'est-à-dire que c'est ici qu'il y a de plus en plus d'individus à comprendre. Et il y a le maudit paquet de raisons pour cela. Il y a du monde qui naissent québécois, il y a du monde qui partent, il y a du monde qui viennent. On a de plus en plus d'immigrants ici et c'est normal, c'est naturel et c'est convenable pour la simple raison qu'il y a une panoplie d'individus québécois qui sont nés partout sur la planète pour finaliser certaines choses, pour amener des mémoires énergétiques de certaines régions. Et maintenant, ils migrent vers le Québec de plus en plus parce que c'est leur terre énergétique. Ils sont québécois. Et on a d'autres individus, évidemment, qui suivent le lot parce qu'ils sont collectifs. Rendus ici, ils resteront pas longtemps ici, il faut pas qu'on panique. C'est le Canada et les Américains qui vont ramasser le lot. On a peur pour l'instant, mais on comprend pas les choses. Alors, on va, disons, la semaine prochaine, revenir sur le phénomène de ce contact et de cette bilocation du travail. L'homme ancien, lui, vit sur deux plans. L'homme nouveau vit sur deux plans tout à fait différents. Comment pouvons-nous dormir tout en continuant à travailler? Sous un autre plan. Comment pouvons-nous dormir tout en cicatrisant une plaie, tout en régissant le corps physique, tout en instruisant le monde de la mort de façon à créer des archétypes, créer de nouveaux types, des néotypes? De quelle façon pouvons-nous s'arranger pour entrer dans certaines phases supramentales, entrer en contact avec d'autres individus qui sont en phase transitive fusionnelle, d'autres hommes nouveaux ou d'autres personnes transitives, pour pouvoir se rencontrer, faire un travail connaître? De quelle façon pouvons-nous continuer à gérer la création du double éthérique, qui permet à l'humain, justement, lorsqu'il meurt, de ne pas mourir, parce qu'il ne pénètre pas le plan du monde, le monde de la mort ou le ciel, parce qu'il n'est plus attiré par ce monde de la mort, parce qu'il n'a plus d'âme, comme on la connaît, mais qui sera attiré par, justement, ce double éthérique. De toute façon, il revient la semaine prochaine. Sauf ce qu'il faut comprendre pour l'instant, c'est que l'homme nouveau dort et il continue un travail qu'il fait aussi consciemment. L'homme nouveau ne dort plus. Il a un plan supramental, une conscience espritique, l'esprit. Il a de l'intelligence instantanée, de l'intelligence active, qui fonctionne comme votre psychologie 24 heures sur 24. Sauf que l'homme nouveau ayant cette conscience intelligente, il est capable, par le biais du corps physique, d'exprimer cette intelligence et d'informer, c'est-à-dire qu'il a la possibilité, et c'est le rôle de l'homme d'ailleurs, de pouvoir faire en sorte que de l'intelligence ou de l'esprit puisse être touché par la matière sans devenir de la matière. Donc l'homme peut, par un corps physique, supporter de l'intelligence à son niveau. L'être humain, l'homme nouveau, fonctionne biologiquement de jour ou de nuit, et lorsqu'il dort, le corps se repose, mais sa conscience continue le même travail, sauf qu'étant donné qu'elle ne peut pas s'exprimer dans l'action par le corps physique, elle va s'exprimer par l'instruction énergétique de différentes autres formes d'expression de son évolution, les plans mentaux, les plans astraux, les plans vitaux. On y revient de façon dans des termes clairs la semaine prochaine. Ceux qui viennent pour la première fois, de temps en temps, trouvent mon langage relativement compliqué. On explique souvent, surtout quand on pose des questions. Je parle rapidement pour ne pas laisser le temps aux égos d'intellectualiser ce que je dis. Et j'émets suffisamment d'énergie dans la parole qu'à un moment donné, il y a des individus qui vont être saouls, qui vont dormir, qui vont... Tout à l'heure, il y a des personnes qui ont voulu applaudir à la fin de la conférence. Pour certains, ça devenait comme inutile. Ben effectivement, rendu à un certain niveau vibratoire, on n'a plus besoin de taper des mains. Hein?
Hein? Bon. Et il y a un panoplie de choses qui se font au niveau énergétique qui deviennent intéressantes. Et c'est ça qui permet à l'humain d'avancer. C'est pas les mots, c'est l'énergie. Ce n'est pas mon énergie, c'est de l'énergie. J'ai deux questions ici qui peuvent être se placer ensemble. Vous nous suggérez d'aborder le rêve comme si c'était un film. En est-il de même de la vie éveillée? La vie éveillée est-elle comme un film? Et l'autre, on demande si on peut contrôler ou transformer la vie, l'état de éveillé, comme l'état des rêves. Le travail de l'homme présentement, le travail que l'humain doit faire, ce qui permet à l'humain d'arriver à vivre une évolution un peu moins souffrant, c'est simple. Il doit simplement devenir un observateur des choses qui le conditionnent, lui. D'où? C'est vraiment pas compliqué. Juste d'être là, de rêver et d'observer qu'on rêve, puis d'observer ce qui se passe dans le rêve. La vie, c'est le même phénomène. C'est sûr que si tu restes assis sur ta chaise puis t'observes, il se passera rien. Hein, c'est évident. Mais c'est d'observer. C'est comme la personne qui observe sa maison puis elle dit crime, c'est le bordel total. C'est tout sale. Et j'observe. C'est pas plus propre. J'observe peut-être pas assez. C'est pas comme ça que ça marche. L'humain doit simplement observer. Et observant, à un moment donné, il va être capable de faire la part entre la chose écologique intelligente et la chose émotive inintelligente. L'émotion peut être bonne, mais l'émotion, ce n'est pas intelligent. Bon. Alors, la personne peut commencer à mettre de l'ordre, c'est-à-dire qu'elle peut créer l'attitude de l'ordre, elle peut mettre du ménage là-dedans. Et à quoi ça sert de mettre le ménage? Ça sert simplement que lorsqu'il y a le bordel, c'est que l'ego s'exprime. Lorsqu'il y a de l'ordre, c'est que le mental tend à s'exprimer. Lorsque le mental tend à s'exprimer, l'astral, la psychologie, l'intelligence tend à être expulsée. L'organisation permet cela. L'ordre permet cela. Lorsqu'une personne, pour nous transformer aussi facilement, pour nous transformer la réalité comme on transforme les rêves, il faut faire attention. Parce que dans le rêve, l'humain peut sentir sa puissance. Tout à l'heure, je parlais d'ajustement. Si on transforme le rêve inutilement trop, on peut aussi vivre la même chose au niveau de la réalité. Mais dans la réalité, il y a une limitation que vous ne connaissez pas dans le rêve, c'est celle du corps physique. Donc, il y a évidemment l'ajustement dans le rêve de certaines choses. On ajuste des choses. Et lorsqu'on rêve réveillé, il faut tenir compte du corps physique qui a ses limitations pour l'instant. Donc, on ne peut pas penser qu'on va tout transformer dans la vie comme on transforme dans le rêve. Remarquez une chose. Dans le rêve, si je rêve à Michel, je décide que Michel a deux ailes et qu'elle fait de la cuisine. Mais une autre personne peut rêver à Michel, puis Michel fait du jogging avec elle. OK? Il n'y a aucun problème, c'est de la mémoire. Sauf que dans la réalité, si je décide de forcer Michel à faire de quoi, elle ne peut plus se gérer, et l'autre ne peut plus le gérer non plus. Parce que là, il y a un corps. Tandis que dans le monde du rêve, il y a une panoplie de mémoire. Alors, on ne peut pas contrôler la réalité comme on contrôle le rêve. Tout ce qu'il faut faire, c'est de développer l'attitude. Qu'est-ce que vous devez contrôler? C'est pas la réalité. La réalité, elle est ce qu'elle est. Vous devez contrôler la façon dont vous la percevez. Ça, il faut contrôler. Alors, à un moment donné, tu rencontres un patron, demander une augmentation, puis là, tu es convaincu que le patron, il va te cracher dessus, tu vois que, puis tu t'en vas. C'est pas la réalité, il faut contrôler, c'est soi. C'est l'attitude qui fait que quand la pensée vient s'imbriquer là-dedans, elle nous empêche carrément d'exprimer de l'efficacité. Le patron n'a pas à le contrôler. On lui dit, je veux une augmentation. Il dit non. On s'assoit puis on dit pourquoi. Il sort d'ici. Patron fait rarement ça. Sors d'ici. Là, tu te lèves, tu dis, OK, veux-tu que je me plante un balai dans le derrière puis que je balaye ton bureau en sortant? Bon. Prochaine fois, le patron, il va y penser. Il y a une panoplie de choses. C'est chez soi qu'on doit travailler, pas sur le monde extérieur. Et là, le monde extérieur va être comme prêt à nous recevoir. Sachez une chose, c'est que l'humain est suffisamment omnibulé par l'illusion de son évolution qu'il est convaincu que c'est lui qui change les choses. S'il pourrait changer les choses, il n'y aurait jamais d'accident, il y aurait la face qu'il a toujours voulu avoir, il n'y aurait pas de maladie, il y aurait le poids qu'il veut avoir, et puis il y aurait tout ce qu'il veut. Il ne change pas les événements. Il change juste quand l'événement est prêt à le recevoir. Puis quand l'événement est prêt à le recevoir puis que l'humain veut pas, ben il s'agrippe au mur, il perd des morceaux de peau, il souffre énormément, mais ça s'en va quand même où ça doit aller. Et c'est important de bien le saisir. Alors on doit changer ce qui se passe chez soi. Et changeant ce qui se passe chez soi, la personne qui développe l'attitude de la richesse va devenir riche. Mais elle ne peut pas être la vie, n'a pas besoin d'elle, elle a une attitude de pauvre, elle est pauvre. Elle gagne à la loterie, elle n'est pas riche. Dans 5 ans, elle va se suicider parce qu'elle n'aura plus une scène. Elle n'est pas riche, elle a de l'argent, c'est autre chose. Ça va de l'argent et être riche, c'est deux choses.
Alors, la personne, donc, dans le rêve, on peut changer parce qu'il n'y a pas de limitation corporelle, tandis que dans la vie, il faut faire attention, il faut chez soi. Je veux projeter que je veux avoir telle chose. C'est con. Vois-tu l'intelligence de posséder telle chose? Pas émotivement. L'intelligence. Oui, continue à avoir l'intelligence. Puis si c'est intelligent, tu vas l'avoir, la chose. C'est sûr, je répète souvent que si tu dois aller en Afrique, puis tu restes assis sur ta chaise dans ton salon, puis que tu vois l'intelligence d'y aller, ben il y aura jamais un Boeing qui va atterrir dans ton salon pour te ramasser. Il faudra quand même que la personne fasse quelque chose pour vérifier si c'est le temps. Vérifier si c'est le temps. Alors on va voir, puis c'est pas le temps. Mais on décide pas que c'est le temps. C'est pas le temps. Dans la tête, ça va à une vitesse folle. Dans la matière, ça va beaucoup plus lentement. Alors ce qui arrive dans la tête, il faut laisser le temps à la matière de suivre. Puis si la matière ça ne fonctionne pas, c'est que ça n'avait pas à être. Mais l'humain doit quand même faire le travail pour le faire. Alors, changer l'extérieur en changeant les rêves, faut faire bien attention. Dans le rêve, on s'amuse et on doit développer l'attitude du contrôle. Dans la vie courante, on doit aussi contrôler le rêve, c'est-à-dire la pensée. L'extérieur va rester ce qui va être. J'ai essayé de regrouper plusieurs questions qui ont rapport à l'étude de certains rêves, comme des personnes décédées qu'on revoit, des mantras qui nous annoncent, par exemple, quelque chose qui va se passer dans le futur, des enfants qui font des cauchemars, d'une lumière qui peut nous amener une certaine forme d'expérience. Entre autres, ça veut dire, est-ce qu'il y a des manipulations qui seraient bonnes ou mauvaises? Peut-être englober dans tout ça, là, puis le déjà vu. Bon. Le déjà vu, il faut faire attention. L'être humain a des problématiques biologiques qui peuvent faire en sorte que lorsqu'un humain rentre quelque part, il a l'impression d'avoir déjà vu la pièce. Il va dans une ville, il a l'impression d'avoir déjà vu la ville. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain, biologiquement, fonctionne avec 3 paliers de mémoire. Une mémoire hyper instantanée, une mémoire qui va durer, une mémoire, disons, relativement présente, qui va durer de 30 secondes aller jusqu'à 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, et une mémoire à plus long terme. La mémoire instantanée, normalement, elle ne sert pas. Sauf que l'humain peut rentrer quelque part, il voit la chose, et il l'oublie, et il la voit, et il a le feeling de l'avoir déjà vue. Mais effectivement, à toutes les millièmes de seconde qu'il la voit, il l'oublie, et la revoyant, il est convaincu de l'avoir déjà vue. Ce phénomène est facile à observer. Vous rentrez dans une pièce, il me semble que je l'ai déjà vu. Alors, je vais te dire, dans le tiroir du bureau, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Tu ouvres le tiroir? Oui, c'est ça! Oui, au fur et à mesure que tu avances, tu as l'impression de déjà vu. C'est ce que je vous explique, vous ne l'avez jamais vu. Mais on voit, on oublie et on revoit. Ça se fait vite. La mémoire qui est, disons, l'actuelle, la mémoire de 30 secondes d'aller à 3 minutes, disons, vous la connaissez suffisamment bien. Vous fouillez dans le bottin téléphonique, un numéro de téléphone, blablabla, on téléphone, c'est engagé, on raccroche, le numéro il est parti, faut qu'on recommence. Cette mémoire-là. Et il y a la mémoire à long terme, celle qu'on peut, si on répète, si on apprend à travailler avec pour pouvoir graver énergétiquement ce qu'on veut retenir, rentre dans cette mémoire. Donc, au niveau des manipulations, les cauchemars des enfants, c'est quelque chose de non intéressant, mais là, on n'aura pas le temps. Peux-tu expliquer le phénomène du déjà vu? Voilà, c'est fait. Est-ce qu'il y a de bonnes manipulations? Sachez une chose, c'est que tant que vous êtes inconscient d'être manipulé, il n'y a que des bonnes manipulations. Le problème, il n'est pas là. C'est lorsque vous commencez à être conscient de la manipulation que la manipulation commence à devenir négative. Toute chose satanique a déjà été yavique. Toute chose yavique va devenir satanique. Premièrement, parce que dans le contexte spatio-temporel où est exprimé notre continuum d'évolution, la Terre, toutes les choses tendent vers le repos, c'est-à-dire que ça tend à geler, ça se refroidit, ça baisse en vibration, ça l'involue. Mais il y a autre chose aussi, c'est que l'être humain est un être ascendant. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si de l'eau est froide et que je mets de la glace dedans, ben l'eau froide, pour la glace, devient de l'eau chaude. Et si la glace, pour l'eau froide, devient de vraiment plus froid. C'est-à-dire que si je mets l'eau froide ici, je verse un peu d'eau chaude dedans. Pour l'eau chaude, l'eau froide est froide. C'est-à-dire que l'eau ici, froide, reste ce qu'elle est, la glace reste ce qu'elle est, et l'eau chaude reste ce qu'elle est. Mais pour l'eau chaude, l'eau froide est satanique. Elle va baisser sa vibration. Pour l'eau froide, la glace est satanique. Elle va baisser sa vibration. Pour la glace, l'eau froide est yavique. Ça va faire monter sa vibration. Pour l'eau chaude, pour l'eau froide, l'eau chaude va être yavique. Alors la glace voit yavique dans l'eau froide, l'eau froide voit yavique dans l'eau chaude, tandis que l'eau chaude voit satanique dans l'eau froide, l'eau froide voit satanique dans la glace.
Donc, tout est question de relativité. Vous avez une personne qui fume 3 joints de Marie, par exemple, à toutes les heures. On va dire, ouais, pour mon fils, c'est pas bon, ça. Tu sais, ça, c'est du monde pogné par Satan, du monde du mal. Mais si ton fils, lui, en fume 20 à l'heure, c'est peut-être un bon contact, le gars qui en fume avec toi à l'heure. Peut-être qu'il va en fumer moins. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, c'est ça. Alors, lorsqu'on voit le mal quelque part, c'est par rapport à ce qu'on vit. Mais le mal, ça n'existe pas. Ça existe que par la relativité. Lorsque la personne veut parler de bonne manipulation, ben effectivement, il y en a. Sauf que le problème qu'il y a, c'est que l'être humain, ne sachant pas ce qu'il fait, ben évidemment, il ne doit pas se fier continuellement à être manipulé du bon côté. Et c'est ça qui est important. Vous rencontrez quelque chose, on parle souvent des maîtres, des guides, des choses comme ça, qui vous manipulent et qui vous permettent de monter. Mais un jour, vous allez arriver à son niveau. Et là, il va continuer à vouloir vous conserver. Et c'est là qu'il devient satanique. Parce que lui, il monte plus. On évolue dans un corps physique, on n'évolue pas sans corps physique. Et c'est pour ça qu'il y a une réincarnation ou une résurrection, appelez ça comme vous voudrez. Le corps physique a une importance au niveau des plans de l'évolution. Alors donc, les bonnes manipulations, oui, c'est comme quand vous éduquez un enfant, vous le manipulez. De temps en temps, c'est con, mais bien souvent, c'est intelligent. Une manipulation. Sauf qu'un jour, il faudra que l'enfant fasse des choses, non pas parce qu'il est manipulé, mais parce qu'il comprend la chose. Et là, il faut cesser de le manipuler. Mais normalement, ce qui nous manipule ne veut pas cesser de nous manipuler. Alors, les bonnes manipulations, oui, tant mieux. Une chance, par hasard. C'est-à-dire que ça vous regarde pas. Et c'est là le problème. Parce qu'une bonne, ça marche. Puis là, une autre est mauvaise. Ah, ben, vous en rendez compte après, c'est fait. C'est justement ça qui est le problème. Moi, je dis des choses, je ne suggère pas. Ce qui fait du sens. Ça fait du sens. Ce qui en fait pas, ben, ça en fait pas. On ne doit pas me croire. On doit être suffisamment maître chez soi pour pouvoir décider. Quand on a une bonne manipulation, ben, on devrait aussi être capable de savoir si ça a de l'allure ou non avant. Pas après. Et c'est évidemment compliqué, mais si on parle de manipulation, si le mot manipulation vous dit quelque chose, prenez tout de suite comme acquis qu'il n'y a pas de bonne manipulation. Tant mieux quand ça donnait d'être bien. Mais trustez pas ça. Faites attention. J'ai demandé à mon ajusteur de pensée de me dire ce qu'il pensait de moi. Il m'a envoyé comme réponse dans une vision onirique que j'étais à la fois l'abeille, la ruche et le miel que je voyais couler à flot. J'étais dans un grand bien-être durant cette vision. L'ajusteur de pensée, qui est le mélange entre l'énergie mentale et l'énergie supramentale de l'homme, ce n'est pas une entité, à un moment donné, qui est avec une grande robe qui vient vous parler, ne parle jamais à l'individu comme on décrit ici. Faites attention. Ça, c'était un contact hautement spirituel mémoriel qui amenait évidemment à une augmentation vibratoire pour l'ego et qui expliquait d'une façon spirituelle des choses qui ont toujours été enseignées. Tu es le chemin et celui qui le parcourt. Tu es la cloche et le sonneur de cloche. Tu es le miroir et celui qui regarde. Bon, alors, c'est des phénomènes similaires. Tu es le scénariste, les acteurs, le metteur en scène et le spectateur du film. Bon, c'est typiquement relié aux mémoires anciennes. Alors, il m'a envoyé comme réponse, dans une vision onirique, que j'étais à la fois l'abeille, la ruche et le miel, et que je voyais le miel que je voyais couler à flot. L'ajusteur de pensée, il aurait carrément répondu, ça te regarde pas, ça, qui que t'es. C'est-à-dire qu'on pose la question, puis en même temps, on se rend compte que c'est con. Ça, c'est une réponse de l'ajusteur de pensée. Ça ne parle pas comme ça dans la tête. Faut faire attention. Bien souvent, vous allez découvrir quelque chose, puis là, vous allez l'interpréter en parole, en pensée. Mais le feeling énergétique était une communication de l'ajusteur de pensée. Tout le monde a un ajusteur de pensée, sauf que la majorité ne le savent pas. Bon. Certains appellent ça l'ange gardien à un moment donné, c'est intéressant. Bon. Alors, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que ce n'est pas une parole claire comme ça qui vient là. Ça va venir, il peut y avoir à un moment donné une parole, c'est-à-dire que ça va être plus puissant que quelque chose comme ça, et ça ne répondra jamais. Tu es la ruche, le miel et l'abeille. Ça va carrément expliquer à l'individu qu'est-ce que c'est. C'est clair, net et précis, le contact, l'explication. Et bien souvent, on n'a pas l'impression de se le faire dire, on pense qu'on le sait. Ça va rester instantané. L'ajusteur de pensée fonctionne pas par le biais de la mémoire. Alors, il faut faire attention à ces apparemment contacts. Il y en a, mais c'est pas nécessairement comme ça. Le rêve ne serait-il pas l'expression de l'esprit qui ne peut s'exprimer par l'ajusteur de pensée du fait que l'homme n'est pas lié à son ajusteur? Ça serait extrêmement intéressant que ce soit comme ça. D'ailleurs, on a souvent pensé que c'était ces choses-là. Dans le rêve, les archétypes cosmiques se plaisent d'être exprimés. Plus l'être humain est involué, donc si on retourne dans le passé,
Ben évidemment, ces contacts étaient évolutifs. Mais aujourd'hui, l'être humain est en avance sur les archétypes. C'est pourquoi l'être humain crée de néotypes. C'est pourquoi on bâtit des films absolument effarants avec de tout ce que vous voudrez, des néotypes. On sort de la conscience planétaire. On en a besoin. Donc, tout ce qui vient par le rêve ne peut plus aider comme tel l'humain à avancer intelligemment. Pour certains humains, c'est parfait, ça les aide encore. Mais parlons de l'homme transitif et de l'homme nouveau. Ce n'est pas l'énergie supramentale qui s'exprime par le rêve parce qu'il ne peut pas autrement. Sinon, elle s'exprimerait par la pensée, le rêve étant de la pensée. Et qu'en est-il des cauchemars? Qu'en est-il des rêves qui ne servent à rien? Qu'en est-il des rêves qui créent les chicanes? Qu'en est-il des rêves de grandeur? Qu'en est-il de tout cela? C'est évident qu'à un moment donné, la conscience de l'ajusteur de pensée peut créer une condition initiatique dans le phénomène du rêve. Elle le créera aussi dans le phénomène de la vie. Alors, il peut y avoir un rêve à un moment donné, mais de dire cela, c'est dangereux, parce que la majorité des orgueilleux qui sont ici, ou ceux qui ne sont pas et qui m'écoutent, vont à un moment donné se dire « Ah, ben le rêve que j'ai fait, c'était ça. » C'est un mon petit danger, parce que c'est pas nécessairement ça. La semaine prochaine, le Québécois a une race à part. Il y aura des mots qui seront expliqués. Ça sera relativement intéressant. Alors, si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Sinon, allez voir un bon film. Il y en a quelques bons dans les salles de cinéma ces temps-ci. Chose certaine, prenez la vie en vous amusant. Prenez-vous pas au sérieux. C'est intéressant de vivre sérieusement en ayant du fun. Essayez ça à un moment donné, vous allez voir que j'ai raison. C'est beaucoup plus fun de vivre la vie en ayant du fun que sans en avoir. C'est ça. Bonsoir, merci beaucoup. Avant de souhaiter une bonne soirée, je n'ai qu'une seule